Bien le bonjour à vous, j'ouvre cette nouvelle vidéo Studio Life & Books en voix off et en vous partageant quelques images d'une sortie que nous avons effectuée au parc animalier Paradisa durant le mois de juillet, un parc animalier en Belgique que nous aimons beaucoup et dans lequel nous avons donc emmené notre fils pour la toute première fois. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un parc que je vous recommande chaudement, d'autant plus qu'ils ont fait pas mal d'améliorations, de nouveaux aménagements et c'est encore plus beau qu'avant. Les animaux ils sont donc regroupés par zone géographique, il y a donc des univers propres à chaque continent et en plus d'avoir la joie de pouvoir admirer toutes ces espèces, le parc présente en plus de ça une certaine forme d'immersion grâce à la construction de nombreux bâtiments qui reprennent l'architecture propre à chacun des pays ou des zones géographiques présentées. C'est du coup un parc non seulement très beau mais très immersif. Je ne résiste pas à l'envie de vous partager quelques images de ces ratons laveurs qui sont personnellement, je pense, mon animal favori. Regardez-moi comme ils sont cute! Certains animaux sont visibles de très près sans forcément avoir de vitres de barrière et ça c'est vraiment très sympa. Alors sur les extraits que je vous partage, vous verrez probablement pas mal d'animaux en train de dormir. C'est tout simplement parce que j'ai filmé cela après, je pense, la distribution de nourriture à chacun, ce qui fait que forcément les différentes espèces étaient en mode digestion. Voilà l'un de mes endroits favoris du parc, de par justement cette architecture dont je vous parlais. Ce palais totalement en marbre qui est magnifique et qui abrite les orang-outans. Il y a tout un nouvel espace, pas très grand, mais tout de même présent, totalement dédié au Japon, que nous avons beaucoup aimé et qui bien sûr nous a renforcé notre envie de découvrir ce pays. Et au passage, nous avons découvert cette petite boule de poils blanches beaucoup trop mignonne. Cette sorte de mini renard tout blanc. J'ai totalement oublié le nom, mais c'est juste beaucoup trop choupi.
Et puis nous avons terminé la journée avec le bâtiment qui est totalement dédié à la vie marine, à la vie sous-marine, avec pas mal de poissons, de magnifiques tortues, des requins et autres, et de nombreuses espèces, pour certaines absolument affreuses et d'autres totalement fascinantes, telles que les méduses. Petite pause face cam dans cette vidéo pour eh bien vous parler lecture, comme c'est généralement le cas dans tous mes vlogs, pour vous tenir un petit peu au courant et vous dire que côté lecture, j'ai commencé ceci. Enfin, quand je dis commencer, je devrais plutôt dire recommencer, puisque pour ma part, c'est une relecture. J'avais lu Des souris et des hommes quand j'avais 15 ans peut-être, donc voilà, ça fait 20 ans que je n'ai pas relu ce bouquin, mais j'ai vraiment souvenir qu'à l'époque ça avait été un formidable coup de cœur. Je n'ai jamais oublié cette histoire, je n'ai jamais oublié ces personnages, et ouais, du coup à cause de tout ça j'avais très à cœur de le relire, d'autant plus que donc Folio a sorti cette réédition qui a bénéficié d'une nouvelle traduction, donc voilà, ça a encore plus renforcé cette envie de redécouvrir ce texte que j'avais tant aimé. Donc voilà, c'est chose faite, je l'ai commencé aujourd'hui. Alors vous voyez, j'en suis vraiment qu'au tout début, hein, j'ai lu 25 pages. Donc ceci dit, on est sur de l'histoire plutôt courte, puisque le bouquin en fait à peu près 150. Donc normalement, si tout va bien, ça devrait être dégommé assez rapidement, et donc par conséquent, bien sûr, je vous en reparle. Ai-je vraiment besoin de vous faire un résumé des souris et des hommes? Je me pose vraiment la question parce que j'ai l'impression que tout le monde, ou à peu près, connaît cette histoire. Au cas où, pour faire extrêmement succinct et extrêmement simple, on va suivre deux protagonistes aux États-Unis dans les années, je sais pas, je dirais on est au début du 20e, qui sont donc deux amis, Lenny et George, qui est plutôt petit et affûté d'esprit, et Lenny qui est son exact opposé, qui est une sorte de colosse, de géant comme ça, de force de la nature, mais qui est également un simple d'esprit. Et on va donc suivre ce duo qui parcourt un peu les États-Unis pour aller travailler comme saisonnier dans les fermes. Et dès le début, on sait que voilà, tout ne s'est pas très bien passé dans le dernier endroit où ils ont travaillé, qu'ils sont partis un peu précipitamment, et je vous laisse découvrir la suite. Pour ma part donc, je vais très rapidement retourner dans cette lecture. J'espère me délecter autant que la première fois où je l'avais découvert, et puis dans tous les cas, bien sûr, comme d'habitude, je reviendrai vous en parler. Je vous reprends depuis ma cuisine, non pas pour vous parler lecture, parce que ça va arriver très prochainement. J'ai très bien avancé dans Des souris et des hommes, sans grande surprise. Ça se lit très rapidement, très facilement, et c'est un petit régal. Donc voilà, je suis certaine de le terminer aujourd'hui, et normalement, donc si tout va bien, je vous débriefe tout ça demain. Non, si je vous reprends du coup dans ce décor qui, vous m'excuserez, n'est pas des plus esthétiques de la maison, c'était pour vous parler de thé, parce que à la base j'étais déjà venue me faire un thé, et je me suis souvenu que l'une d'entre vous m'avait demandé en fait dans une vidéo si je pouvais vous présenter un petit peu les thés que j'ai l'habitude moi de boire à la maison. Alors j'ai encore quelques thés un peu bas de gamme, on va dire, type Lipton et compagnie, qui traînent parce que c'est toujours plutôt pratique quand des fois on a un peu la flemme, et parce que avant j'en consommais quand même, donc forcément il m'en reste encore.
Mais disons que vraiment depuis un certain temps je consomme principalement une marque qui est donc Palais d'été. Je vais aller chercher mes paquets et je reviens pour vous montrer tout ça. Ce sera, je pense, beaucoup plus parlant. Ok, bon, j'ai changé l'angle de la caméra. Vous m'excuserez, c'est toujours aussi peu esthétique. Mais là n'est pas le propos. Du coup, je vous disais, je consomme pour le coup, on va dire, 2 marques. Alors, il me reste encore un petit peu d'un thé qu'une abonnée avec qui j'avais fait un swap m'avait envoyé, mais malheureusement c'est un thé qui n'est disponible que dans une boutique de Fontainebleau, donc j'ai regardé, ils ne font pas de vente en ligne, donc j'ai pas pu m'en reprocurer. C'était le thé des sages, et alors celui qui était vraiment génialissime s'appelait Mon Beau Sapin, si j'ai bonne mémoire. Et j'essaierai de retrouver le nom de la boutique, mais voilà, je pense que si vous êtes dans le coin de Fontainebleau, vous connaissez probablement déjà, et si c'est pas le cas, allez y faire un tour. Je pense qu'il y a des petites pépites à y trouver. Et puis donc pour ma part, comme je vous disais, je consomme principalement maintenant la marque Palais d'été parce que proche de chez moi, c'est on va dire ce qu'il y a de plus qualitatif que je puisse trouver. Du coup, au niveau de cette marque là, mes petits chouchous dirons-nous, il y a tout d'abord le Winduc qui est un Rooibos, si je ne dis pas de bêtises, non je dis une grosse bêtise, c'est un thé sans théine qui est parfumé celui-là à la vanille. Une petite pépite. Un autre que j'ai l'habitude de prendre, qui est un classique que moi j'aime beaucoup, qui est le thé des alizés, qui est très frais, que je consomme je pense à peu près en toute saison. Là il y en avait un tip top que je dois racheter, c'est pour ça que j'ai gardé l'emballage, je n'en ai plus. C'était le Rooibos numéro 25, qui est donc un thé bio organique, sans théine également, qui était vraiment hyper gourmand, hyper doudou, parfait pour, on va dire, plutôt l'automne et l'hiver. Donc je vais me racheter pour cette saison-là. Ça sent vraiment, ça sent les épices, ça sent le clou de girofle, ça sent, ouais, ça sent vraiment les soirées sous le plaid au coin du feu. Celui-ci vraiment gros succès à la maison. Ensuite il y en a 2 qui sont extrêmement bons, qui ont l'air hyper gourmands, mais qui m'ont pour le coup un peu déçu on va dire, parce que autant l'odeur est très agréable et très forte, autant lorsqu'on les fait infuser je trouve que ça perd quand même beaucoup au niveau aromatique. Le premier c'est le Jardin des Reines. Pareil, j'avais demandé ça dans l'esprit où je voulais voilà, un thé ou une tisane qui soit effectivement pareil, très automnal, très réconfortant. Donc là c'est pareil, on est sur des notes d'amande, de cannelle, etc. On est, je sais pas si vous allez voir, sur des sortes comme ça de vraiment de gros morceaux, je pense, d'amandes, de pommes caramélisées, etc. Alors à l'odeur, c'est absolument exquis, vraiment je crois que je pourrais m'en faire un pot pourri à la maison. Par contre comme je disais, une fois qu'on le fait infuser, je trouve que ça perd un peu de cette puissance réconfortante et du coup c'est un peu dommage. Je suis pas certaine de le reprendre celui-ci. Dans le même genre où là on est vraiment sur le même type de cas et de produits, mais alors pour le coup complètement pour l'été, c'est le Jardin Romantique où là on est vraiment sur, d'ailleurs c'est pour ça que je l'avais acheté, sur le thé glacé à la pêche typique. C'est frais, ça sent la pêche. Vous voyez, on est encore vraiment sur du thé et surtout de gros morceaux, je pense, de pêche et compagnie. Alors que nous dit Palais d'été, se déguste aussi glacé? Oui, je me doute, c'est pour ça que je l'avais acheté à la base. Ouais, on a de la pomme, de l'ananas, de la pêche, des fleurs caramélisées, citronnées. Je suis désolée, j'essaye de lire, mais à force, mon étiquette n'est plus hyper visible. Bref, vous aurez compris un peu l'idée. Donc voilà, pareil, ça sent hyper bon, c'est très sympa, mais j'aurais aimé qu'au goût, ce soit un petit peu plus présent. Après, vous me direz, celui-ci, j'ai un doute, je ne suis pas certaine de l'avoir déjà fait infuser à froid. Donc ouais, dans le doute, faudrait que je réessaye. Mais en tout cas, en chaud,
pour moi ça manque un peu de puissance. Et puis il y a celui-ci que moi j'adore, le bruit des vagues. C'est un thé déthéiné aussi. Ouais, pareil, bio déthéiné, qui est extrêmement frais. Alors par contre pour les gros amateurs de menthe, moi je l'avais demandé parce que j'avais envie de quelque chose comme ça justement de très mentholé. Et si c'est ce que vous aimez vous aussi, alors celui-ci est très bien. Et puis du coup, suite au voyage que nous avons fait à Londres il n'y a pas longtemps, je vous avais dit, j'étais forcément revenue avec des thés de chez Wittard. Alors avant de passer au thé, je voulais vous montrer deux petites choses que j'ai ramenées. Ce sont ceux-ci, c'est des espèces de mélange déjà tout prêt pour faire des thés glacés. Autant vous dire que là, cet été, on en fait à balles. On n'achète pas du tout de thé glacé type Lipton, etc. Déjà tout fait. Je l'ai fait moi-même du coup à la maison, à la demande avec ça. Et c'est juste génial. Celui-ci, c'est donc Cranberry et Raspberry. C'est une tuerie. Personnellement, dans une bouteille de... ça doit faire quoi, 1 litre je pense à peu près. Je mets 4 cuillères. Ce qui est génial, je vais vous montrer comment ça se présente. C'est que du coup, vous pouvez vraiment adapter la dose comme vous voulez pour avoir quelque chose de plus ou moins sucré, selon tout simplement vos propres goûts. Et donc vous voyez à l'intérieur, c'est vraiment une espèce de poudre comme ça, ce qui fait que c'est très facile du coup de préparer le thé glacé. Le deuxième, c'est donc exactement le même principe, mais goût pomme. Donc voilà, ça c'est les deux petits chouchous du moment. J'étais aussi très intéressée pour tester justement les thés glacés, les infusions glacées de Palais d'été. Le problème, c'est que, je pense que vous le savez désormais, dans le Nord, nous avons eu un été et un printemps absolument pourri, et ça continue hein, parce que là aujourd'hui on a du soleil, mais hier c'était juste dégueulasse. Ce qui fait que forcément je n'ai pas très eu envie d'acheter de quoi me faire des thés glacés, étant donné que la plupart du temps j'étais plutôt avec un pull sur le dos. Pourtant vraiment leurs publications m'ont grave donné envie, ça avait l'air hyper gourmand et tout, mais c'est juste que la météo de cette année ne matchait pas avec mes envies et avec les produits proposés par Palais d'été. J'espère qu'ils le feront du coup l'année prochaine et que nous aurons du coup un bien meilleur été. Je précise tout de suite, hein, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Ceci dit, si Palais d'été souhaite sponsoriser à l'avenir les vidéos, ce sera avec un grand plaisir. Et puis donc comme je disais, chez Wittard, j'ai également ramené pour le coup vraiment des thés. Le premier c'est pêche, framboise et rose. C'est donc une infusion comme ça, fruitée. C'est juste une tuerie. Vraiment, là pour le coup, le goût est hyper présent. Alors, je pense que clairement les thés sont moins qualitatifs que chez Palais d'été, mais c'est juste tellement gourmand que j'ai craqué. Là encore, comme vous pouvez le voir, on est beaucoup plus sur des morceaux de fruits, de fleurs, etc. que sur des feuilles de thé. Mais ma foi, je vous dis, celui-là c'est quand même du très très bon. Et le second avec lequel je suis repartie, c'est le Coconut Oolong. Et pareil, si vous aimez vraiment alors un peu l'ananas et surtout la noix de coco, mais jetez-vous là-dessus, je vous jure, c'est trop bon. Enfin, je dis ça, en même temps, j'ai même pas regardé s'il était possible de commander et surtout de se faire livrer en France en prenant sur le site anglais. Voilà, ça se tombe, je vous donne l'eau à la bouche alors que c'est absolument impossible de commander. Soit. Dans celui-ci, comme vous le voyez, on a quand même beaucoup plus de feuilles de thé, mais on a aussi tout plein de petits morceaux de noix de coco séchées qui donnent vraiment toute la gourmandise à ce thé. Et alors personnellement, quand je sens ce sachet, d'ailleurs j'ai même pas besoin de l'ouvrir pour sentir la noix de coco, le souvenir qui m'arrive tout de suite à l'esprit, c'est, et là je vais passer pour une vieille boumeuse parce que je pense que les plus jeunes ne connaîtront pas ça, mais si vous êtes de ma génération, vous avez peut-être connu chez vos grands-parents ces mélanges pour l'apéritif, vous savez, avec des cacahuètes, des noix de cajou, dans lesquels il y avait aussi des morceaux de noix de coco séchés.
personnellement c'était les premiers morceaux que je piquais dans le bol, et bien c'est exactement cette odeur là de noix de coco. Enfin moi ça me rappelle vraiment ça. Voilà donc l'été que nous avons à la maison et entre lesquels on jongle généralement. Donc ouais, je pense que là, la prochaine fois que j'irai refaire un petit plein, ce sera je pense à l'automne. À mon avis, on a de quoi clairement tenir d'ici là. Et puis à ce moment-là, j'essaierai de basculer sur des thés ou des infusions même un peu plus adaptées, je dirais, à la saison. En tout cas, comme ça, j'aurais donc répondu à la question de quels sont les thés que je consomme. Bon, et puis c'est pas tout, mais comme je vous disais, moi j'ai des souris et des hommes qui m'attendent. Et comme j'ai bien travaillé et que j'ai fait mes petites publications sur les réseaux sociaux, vous le savez maintenant, c'est pas ce que je préfère, mais je me force à le faire. Eh bien, je pense qu'avant le retour de l'enfant et de l'amoureux, j'ai bien le droit de m'accorder quelques 20 ou 30 pages de lecture. Donc je suis désolée, je vous laisse et je vais tout de suite retrouver mon bouquin. Me revoilà de retour comme promis, parce que oui, sans surprise, j'ai terminé Des souris et des hommes de John Steinbeck et que par conséquent, je revenais pour vous donner un petit peu mon avis final qui va être, je pense, somme toute assez rapide. Je viens donc de terminer enfin ma relecture de ce monument de la littérature américaine et après presque 20 ans, je dois dire que j'ai retrouvé intacte la même émotion que j'avais ressenti durant ma toute première lecture. Par contre, je vous avoue que je ne me souvenais pas du tout que ce roman était aussi court. Il fait, je crois, quelque chose comme 160 pages. Alors, oui, clairement, d'un côté, j'en aurais voulu plus. J'aurais bien sûr aimé que la psychologie des différents personnages soit beaucoup plus fouillée, que cette ambiance fin fond des États-Unis et racisme ambiant soit beaucoup plus développé. Et surtout, j'aurais adoré qu'on décortique encore plus la relation entre George et Lenny, qui est très clairement pour moi la colonne vertébrale de ce roman. Et en même temps, le fait que ce livre soit aussi court participe aussi, je pense, au fait que finalement, ce titre soit aussi percutant. C'est vraiment un roman qui se vit comme une espèce de fulgurance émotionnelle, comme une sorte de train de quelques wagons seulement qui vous percuterait et vous laisserait là sur le carreau. En tant que lectrice, c'est vrai qu'avec ce texte, j'ai vraiment eu la sensation que John Steinbeck était allé à l'essentiel, à l'essence pure même, je dirais, du roman américain avec un grand R et un grand A pour toucher presque à cette perfection du conte un peu intemporel. Je pense sincèrement que Des souris et des hommes est un petit chef-d'œuvre de la littérature qui traverse les âges, et cela à juste titre, et qui doit continuer d'être lu et relu parce que c'est une histoire profondément humaine qui prend aux tripes. C'est une histoire de famille qu'on se choisit, c'est aussi une histoire sur l'espoir. L'omniprésence des dialogues dans ce roman rend, je trouve, ce récit hyper vivant, sans compter en plus le fait que l'argot vraiment y est omniprésent, ce qui nous permet en tant que lecteur d'être complètement plongé et immergé dans cette Amérique profonde de travailleurs, de chaleur, de misère, d'effort. Et puis arrive cette fin. Mon Dieu, cette fin si bouleversante, et en même temps, comment en imaginer une autre? Vraiment, je sais pas ce que l'auteur aurait pu écrire d'autre que cette fin-ci. Une fin vraiment aussi belle que triste, qui ne pourra que bouleverser, je pense, tout lecteur muni d'un cœur, si petit soit-il. J'avais vraiment gardé un souvenir très fort et très positif de cette lecture, et après avoir terminé de le relire, je peux
dire haut et fort et sans doute possible que Des souris et des hommes est vraiment l'un de mes romans favoris de tous les temps. Lenny est vraiment un personnage qui restera pour toujours dans mon cœur et qui a rejoint cette espèce de panthéon personnel des personnages les plus marquants. C'est un roman qui, sans grande surprise, m'a bien sûr donné envie de lire d'autres titres de John Steinbeck parce que, si je ne me trompe pas, je pense que je n'ai lu que ce titre-là de lui. À ce jour, j'ai aussi Les raisins de la colère qui m'attendent dans ma pile à lire. Et j'en ai quelques autres qui ne sont pas encore en ma possession, mais qui me tentent grandement. Et puis, je vous avoue aussi qu'après avoir terminé cette relecture, eh bien, j'ai eu aussi très envie de relire Blaise de Stephen King, qui, je vous l'avais déjà dit, est une sorte d'hommage de King à ce roman-ci, et qui est également un autre roman que j'avais adoré. Donc voilà, je sais pas, je crois que vraiment j'ai un attachement tout particulier à cette histoire et aux autres histoires qui peuvent s'en inspirer. Et ouais, pour moi c'est clairement une petite pépite qu'il faut absolument découvrir si ce n'est pas déjà fait. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très court, donc aucune excuse pour ne pas lire ce petit chef-d'œuvre. Donc, sans grande surprise, ce fut pour moi vraiment un bonheur de lecture, ou plutôt de relecture. Et une fois ça terminé, je me doutais qu'il fallait que je parte dans complètement autre chose. Parce qu'en comparaison, à mon avis, la lecture suivante risquait forcément d'être beaucoup moins bien. Et du coup, j'ai porté mon choix sur un titre qui n'a rien, mais alors rien à voir. Vous allez voir une fois de plus que mes lectures peuvent être extrêmement éclectiques, puisque ensuite je suis partie dans Dis au revoir à ton poisson rouge de Pascal Rutter aux éditions Didier Jeunesse, qui, oui, vous l'aurez compris, est donc un roman jeunesse. Rien à voir. J'ai choisi ce livre tout simplement parce que déjà il dort dans ma pile à lire depuis de nombreuses années. J'en avais marre de le voir traîner là à côté de mon lit. Je me suis dit allez, vraiment là c'est l'occasion de le lire. Comme ça, une fois qu'il sera terminé, je pense que je pourrai le mettre en vente et le sortir tout simplement de ma maison. Et également parce que c'est un roman assez court et que je voulais me relancer dans une autre lecture que je pouvais potentiellement faire en quelques jours, histoire de terminer ça avant de partir en vacances et de ne pas l'emmener avec moi. Voilà, on va dire que c'est vraiment les deux raisons principales qui m'ont fait donc sortir ce livre de ma pile à lire. Côté histoire, on se retrouve avec un adolescent qui est fan de skate, qui n'est pas très bien dans ses baskets, qui n'aime pas trop son corps, qui va voir débarquer un jour à Roissy sa correspondante anglaise, qu'il n'a pas très envie de voir. Et voilà, on va dire par un truchement de hasard, ses parents vont disparaître à l'aéroport. Lui va donc se retrouver coincé avec cette correspondante anglaise et partir sur, on va dire, les traces de ses parents pour essayer de les retrouver. Et pour cela, ils sont partis à Rio de Janeiro. En tout cas, là, pour l'instant, c'est où j'en suis. Alors, côté histoire, on est clairement sur un scénar de départ hautement improbable. Vous mettez ça dans un roman adulte, je vous ris au nez en disant « Non mais là, c'est pas possible du tout, ça ne peut absolument pas se passer comme ça ». Mais voilà, j'essaye de me remettre aussi dans le contexte et de me dire que c'est une littérature jeunesse, donc adressée à un public jeunesse qui, lui, ne va pas rechercher le côté réaliste ou la véracité, le fait que cette histoire puisse réellement arriver dans la vie. Donc voilà, je le prends vraiment comme une petite aventure mignonnette destinée à la jeunesse et ouais, on va dire que c'est sympa à lire, il y a des petites touches comme ça, un peu d'humour. Le personnage de la correspondante est vraiment pour l'instant plutôt chouette. Le jeune gamin aussi est pas désagréable. Bon, vraiment, je me laisse porter. Je n'en attends absolument rien de particulier. J'espère juste, comme je vous le disais, le terminer avant de partir. Là, j'ai lu une 60aine de pages sur 260, je crois. Ouais, même pas, 240 pages, donc...
Si je m'y prends pas trop mal et que j'arrive à bouquiner ce soir, il y a peut-être moyen qu'effectivement je le termine avant de décoller direction les vacances. Dans tous les cas, comme d'habitude, vous le savez, je viendrai vous en reparler. Ai-je eu le temps de terminer ma lecture avant de partir en vacances? Bien sûr que non. Cependant, tel que vous me voyez là, je suis revenue de vacances et donc entre deux, j'ai pu terminer mon bouquin. Ce qui fait que bien sûr, je viens vous donner mon avis final et par la même occasion, je pense, clôturer ce vlog que j'ai dû débuter il y a à peu près un mois. Oui, on est d'accord, c'est un poil long. Je reviens donc vous dire enfin ce que j'ai pensé de Dis au revoir à ton poisson rouge. D'ailleurs, avant de le débuter, je pensais vraiment que le poisson rouge en question aurait une part assez importante dans l'histoire, alors que pas du tout. Alors, personnellement, je n'avais encore jamais lu de roman de Pascal Rutter, ou Ruté. Désolée pour la prononciation, je ne connais pas ce monsieur. Et sans être du tout experte en littérature jeunesse ou young adulte, je dois dire que tout de même, à ce jour, j'en ai lu un certain nombre et malheureusement, celui-ci ne se classera pas parmi les plus réussis, ni parmi les plus mémorables. Et si vous entendez encore des bruits de clochette, comme d'habitude, c'est Mademoiselle Suze qui aime troller mes vidéos. Je ne peux plus rien y faire. Ce chat n'écoute absolument personne que lui-même. Vous me direz, c'est peut-être le lot de tous les chats. Alors, si je dois remettre un petit peu les choses dans leur contexte, c'est vrai qu'il faut rappeler que ce livre est un roman jeunesse, et pour moi c'est bien un roman jeunesse et non un roman young adulte, bien que les protagonistes aient, je crois, 16-17 ans. Pour moi c'est un livre qui, je pense, intéressera vraiment beaucoup plus les très jeunes ados, voire les pré-ados, grosso modo jusqu'à 14 ans. Et donc, forcément, les attentes ne sont pas les mêmes que pour un roman adulte, j'en conviens tout à fait. Et du coup, en ce sens, je dois reconnaître que certaines choses sont tout de même très réussies. Les chapitres sont courts, il y a constamment de l'action, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Le style est très simple et très abordable. Et surtout, les deux protagonistes principaux sont extrêmement attachants. Pour tous ces aspects-là, donc, c'est un roman, franchement, plutôt réussi. Clairement, le gros point positif pour moi, ça reste donc ces deux héros qui sont Marie et Andrea, qui sont deux ados au caractère assez différent, mais qui sauront parler aux plus jeunes, qui n'ont pas la langue dans leur poche et qui, bien sûr, aiment ce que je pense la majorité des ados aiment, à savoir le skateboard et tout ce qu'il est possible de faire avec un ordinateur, ou en tout cas tout ce que le commun des mortels fantasme qu'il soit possible de faire avec un ordinateur. De plus, tout du long, les deux se cherchent comme ça, gentiment, en mode petite romance toute choupinette, donc vraiment, pour ma part, c'est un grand oui pour ces deux protagonistes. Malheureusement, là vous avez compris, on va passer aux choses qui fâchent un peu. Pour moi, cette histoire est vraiment restée beaucoup trop irréaliste. Je comprends tout à fait que le jeune public aime les romans d'aventure, et d'ailleurs dans le genre il en existe de très très bons. Mais il n'y a rien à faire, personnellement j'ai toujours du mal avec ces livres, ces romans qui font faire à des enfants ou des adolescents des choses que dans la vraie vie ils seraient incapables de faire, non seulement de par leur capacité physique, intellectuelle et émotionnelle, mais également parce que d'un point de vue purement matériel et légal, ce serait juste impossible. Alors ça peut totalement passer dans un roman de type plutôt fantasy ou fantastique, mais lorsque ça prend place dans le quotidien lambda et tout à fait plausible d'un jeune garçon comme c'est le cas ici, pour moi c'est non, ça passe pas. Leur aventure était à beaucoup trop d'égards hyper rocambolesque et vraiment pas crédible une seconde. De plus, j'ai trouvé certaines incohérences dans l'histoire et puis tout allait beaucoup trop vite. Ok, c'est des gamins, il faut pas qu'ils s'ennuient, mais bon. Là, ça donnait surtout l'impression que l'auteur était pressé de clôturer son bouquin. Tellement vite que parfois, d'un chapitre à l'autre ou même d'un paragraphe à l'autre, j'avais par moments l'impression qu'une partie de l'histoire avait été tronquée ou que moi j'avais zappé de lire un passage.
tant à chaque fois j'avais vraiment ce sentiment que l'auteur du coup allait vraiment au plus simple et au plus basique dans ses explications et je restais du coup avec cette sensation qu'il me manquait des éléments. De plus, j'ai trouvé que certaines situations quant à la réaction des personnages étaient assez mal gérées du point de vue, je dirais, de la gestion des émotions des protagonistes. Et puis, certains passages étaient eux carrément maladroits. Dans un passage, par exemple, pour ne citer que celui-ci, il y a l'emploi du mot clochard qui connote quelque chose de vraiment très négatif et très réducteur. Et personnellement, alors que je suis adulte, ou peut-être justement parce que je suis adulte, c'est vrai que l'emploi de ce mot dans le contexte dans lequel il est employé m'a choquée. Je pense vraiment profondément que l'auteur aurait dû remplacer ça par le mot SDF ou sans-abri. Parce que ne l'oublions pas, c'est quand même un livre à destination des plus jeunes et je pense personnellement qu'il n'est jamais trop tôt pour apprendre à s'exprimer convenablement et aussi à avoir le respect d'autrui. J'ai globalement bien aimé l'humour qui est vraiment omniprésent dans ce roman et d'ailleurs je suis assez persuadée que, alors que c'est peut-être pas obligatoire, mais en tout cas que c'est très important pour le public cible. Par contre, j'ai aussi déploré certaines lourdeurs justement dans cet humour et le fait que par moments, on sentait vraiment que derrière la plume, il y avait un homme d'âge mûr qui vraiment forçait le trait pour paraître jeune et cool. Et du coup, ça fonctionnait pas toujours. En résumé, je dirais donc que c'est vraiment un livre pour jeunes adolescents, d'aventure, avec des... Ouais, vraiment une aventure totalement rocambolesque et invraisemblable, qui est néanmoins portée par deux protagonistes très attachants et très touchants, qui divertira donc très probablement les plus jeunes, mais c'est vrai qu'en termes de littérature jeunesse... je dirais intéressante et réussie, personnellement ce n'est peut-être pas le titre que je recommanderais. De plus, il restera vraiment très peu mémorable pour ma part, donc voilà. Vraiment pas déplaisant, hein, pas du tout, mais je dirais que dans le genre, pour moi, il existe tout de même bien mieux. D'ailleurs, dans cette maison d'édition Didier Jeunesse, il existe bien mieux. J'ai de très bons souvenirs, moi, des titres de Tristan Kugel, qui est également édité chez Didier Jeunesse. Donc voilà, allez farfouiller un peu parce que c'est une bonne maison d'édition, mais ce titre-ci en particulier, moi, m'a perso un peu déçu. En tout cas, j'ai trouvé peut-être un peu trop facile et ouais, un peu trop simple avec par moments certaines maladresses. Bien, c'est donc sur cette luminosité très changeante, voire un poil déclinante, que du coup je vais pouvoir enfin terminer ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura tout de même plu et diverti parce que pour ma part j'ai l'impression que ça a été un peu fastidieux pour le coup de le tourner. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de mettre des petits pouces levés histoire de notifier à YouTube que j'existe et que ce serait bien de ne pas enterrer mes vidéos qui me prennent beaucoup de temps à filmer et à monter. YouTube, à bon entendeur. Et puis de mon côté, je vous retrouve très prochainement sur la chaîne pour un autre vlog qui sera, voire même, non je suis en train de penser, je pense 2 autres vlogs un peu voyage lecture et également un book haul qui doit arriver parce que c'était donc il y a, j'allais dire il y a peu, mais en vrai ça fait déjà plus d'1 mois mon anniversaire et que ça et d'autres choses ont fait que j'ai déjà une belle pile de nouveaux romans à vous présenter. Donc ouais, du contenu qui doit arriver prochainement sur la chaîne, quand je ne sais pas parce que en ce moment entre les voyages, les vacances, le fait que la crèche soit fermée 3 semaines et que donc par conséquent j'ai mon fils avec moi, excepté aujourd'hui puisqu'il est donc chez ses grands-parents, mais c'est vrai que pour filmer ce n'est pas forcément du tout les conditions idéales. Donc bon bah comme d'habitude je fais au mieux pour vous produire ce contenu et puis j'espère que vous serez là au rendez-vous pour commenter, pour peut-être partager aussi les vidéos et puis
tout simplement pour regarder, échanger avec moi. Sur ce, j'espère que de votre côté vous faites de belles lectures, que vous avez la chance aussi de passer de belles vacances, et puis jusqu'à la prochaine, je vous souhaite comme d'habitude paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!